Bonjour, donc nous sommes ici pour vous parler d'une nouvelle pépite de gestion, Alzea Partner, en compagnie de Laurent Daubler et Nicolas Kiefer, cofondateurs de la société, et Thierry Callot de Quaero Capital. Donc Alzea, c'est une société de gestion entrepreneuriale française qui vient de naître, mais en même temps, c'est pas une histoire complètement nouvelle puisque elle est présidée et cofondée par Laurent Daubler, une figure emblématique de l'investissement quality growth européen. Alors Laurent, après toutes ces années de succès, pourquoi cette nouvelle aventure? C'est un retour aux sources, c'est un aboutissement. Quelle est finalement l'alchimie d'Alzea? À titre personnel, je pense que c'est un peu l'échec de mon arrivée en retraite, parce que finalement, j'avais pensé qu'il était bien de prendre ma retraite, parce que j'avais 65 ans, on était plutôt à un sommet de marché, les performances étaient assez bonnes, etc. Donc je m'étais dit, on peut essayer la retraite, mais en fait, effectivement, je me suis aperçu que j'ai vraiment deux passions dans la vie, ce qui est la gestion quality growth et la pêche à la mouche. Donc, je ne peux pas être tout le temps parti à la pêche à la mouche. Donc, et le côté quality growth me manquait. Et donc, quand deux jeunes ont eu envie de recommencer une aventure entrepreneuriale et sont venus me voir, je dois dire que je me suis pas fait trop prier pour repartir dans une aventure. En plus, et ça je pouvais pas le savoir, il y a eu un timing après mon départ absolument catastrophique pour les titres de croissance et de qualité, parce que l'arrivée de Trump et l'arrivée de la géopolitique, la continuation des problèmes climatiques et tout ce qui est la grande révolution de l'intelligence artificielle, tout ça a concouru à une baisse massive des valorisations des sociétés de qualité et de croissance que lorsque j'avais fait des présentations avant de partir fin 2024, je ne cachais pas aux investisseurs qu'on était quand même à des niveaux qui étaient restés très élevés, et malgré il y avait une baisse des taux à ce moment-là qui permettait de survivre, mais qu'on n'avait pas beaucoup d'oxygène dans les hauteurs. Voilà. Donc ce que je vois aujourd'hui, c'est que avec l'arrivée de justement ces LLM, ils vont complètement révolutionner notre façon de gérer. Et donc, c'était aussi une aventure intéressante. Merci Laurent. Alzea, c'est aussi une histoire de partenariat, un nouveau partenariat pour Quaero Capital, sous la houlette de Thierry Callot. Alors Thierry, toi qui es un véritable dénicheur de talent, pourquoi recommencer une histoire avec Laurent, puisque pour ceux qui s'en souviennent, ce n'est pas la première fois que tu t'intéresses à Laurent Daubler. Tout ça remonte à 1994-95. La banque Pallasté fait faillite en 1995. Et Védic, Van Gadecker et Laurent Daubler viennent me voir à la Banque du Louvre parce qu'on était déjà investi dans la SICAV Renaissance Europe, et ils nous disent Thierry, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Est-ce que tu peux t'associer à nous pour développer Renaissance Europe? À l'époque, nous, effectivement, on commençait à entrevoir qu'il y avait un espace de développement lié à l'incubation de talents de gestion, et j'ai immédiatement sauté le pas. Et je me suis dit, à Banco, allons-y, puisque Védic et Laurent étaient la paire qui était en charge de gérer toutes les actions Europe chez Comgest. Donc ça a été pour nous une clé de développement qui nous a ensuite amené à développer cette ligne de métier d'incubation. Et c'est l'un des talents reconnus de Quaero Capital, d'identifier ces talents de gestion et ensuite de travailler avec eux pour faire grossir les actifs sous gestion d'une société comme Alzea Partner. Moi, je suis très heureux de nous associer avec Alzea Partner. Et Laurent, il ne travaille pas tout seul. Laurent, il travaille avec Nicolas Kiefer et Victor Gutzwiller. Victor et Laurent se sont rencontrés à Comgest. Et Nicolas est un gérant qui a fait ses preuves chez Montpensier, qui a un très beau track record aussi. Donc, je ne vais pas dire pourquoi Renaissance Europe, parce que c'est derrière nous. On pourrait se tromper. Mais pourquoi Alzea Partner et rappelle-nous la force du compounding, qui est une des clés de gestion
du style Quality Growth? Alors, Alzea Partners, c'est un peu un hasard. Souvent, les bons noms sont le résultat d'un hasard. On avait fait un groupe WhatsApp en s'amusant, parce qu'on est tous les trois d'origine alsacienne. On avait mis Alzea Partners comme dans le groupe WhatsApp. Et puis, quand on a cherché un nom, on n'a pas trouvé mieux. Donc, on a pris Alzea Partners, qui semblait assez naturel. En plus, on a pu mettre un petit logo, une cigogne. Alors, on ne voulait pas que ça fasse trop charcuterie alsacienne. Donc, on l'a un petit peu stylisé, un peu modernisé. Mais on a trouvé que la cigogne, c'était une belle métaphore pour la gestion. Parce que, en fait, les valeurs de croissance, si on a la bonne pioche qu'il faut, elles compensent justement les bénéfices par action sur très très longue période. Maintenant, il y a le marché qui, lui, met un prix très très différent en fonction des circonstances dans ce compounding. Donc, une des grandes spécificités aujourd'hui, je pense, ça va être justement de mettre encore plus de focus sur tout ce qui est gestion. Et l'élément fondamental pour moi de l'élément gestion dans l'approche qualité et croissance, au-delà de l'analyse, c'est de percevoir à quel prix le marché accepte de payer nos titres, parce qu'il y a une grande variation. Si on regarde les PEG, qui sont les rapports de cours de bourse et de taux de croissance à long terme, ils oscillent entre 1 et 4. C'est énorme. Donc, ça fait des amplitudes folles. Donc, à long terme, le compounding est de toute façon plus fort parce que 10% plus d'inflation, plus sur 10% plus d'inflation, etc., ça finit par tout gagner au bout de 3-4 ans. Mais quand même, on n'a jamais une équipe parfaite et toujours en pleine santé. Donc, il faut savoir aussi minimiser les tendances descendantes, les courants descendants et trouver les ascendants s'il y en a. Donc, voilà, c'est ça qui va être notre nouveau challenge dans cet environnement de géopolitique, d'IA et de climat qui va rendre les choses extrêmement compliquées. Donc, la magie du compounding, c'est ça. C'est Einstein disait que c'était la plus grande force de l'univers. Effectivement, on n'évalue pas les choses. En fait, la plupart de nos titres, on les achète parce que c'est des sociétés dont les gens comprennent qu'ils sont des sociétés de qualité avec des franchises fortes, etc. Donc on les achète normalement assez cher, sauf qu'il y a un énorme doute, comme c'est ce cas par exemple pour un certain nombre de titres avec IA. Mais normalement, on les achète cher. Mais là où le marché est myope, c'est qu'en fait, c'est grâce à ces forces vitales, à ces franchises, ils ne vont pas croître pendant les 3 ou 4 ans comme le marché l'anticipe, mais peut-être pendant 5, 10, 15, voire 20 ans, où on a L'Oréal depuis 30 ans. Voilà, donc ça c'est la force du compounding, c'est de là que vient la sous-évaluation massive. Et c'est vrai qu'on avait donné un exemple avec Coca-Cola il y a longtemps, où en fait, si on avait voulu coter Coca-Cola à son vrai prix, en 1917, je crois, on aurait dû le coter plus que 3000 fois les bénéfices. Or, jamais dans sa carrière, Coca-Cola ne s'est payé plus que probablement 50 ou 60 fois les bénéfices. Donc, elle a toujours été, en tout cas dans les premières années de sa cotation, massivement sous-évaluée. Alors, Laurent, merci pour cette explication du compounding. Donc, j'ai bien compris que Alzea, ça n'allait pas être un MeToo comme geste. Alzea, c'est Quality Growth 2.0. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu t'es associé à des gens qui sont plus jeunes que toi. Voilà, exactement. Et ça va être très, très... Je pense que l'IA va totalement révolutionner la façon dont on va gérer. À la fois oui, enfin complètement et pas complètement. C'est-à-dire que ça va être... En fait, ce qui ne va pas changer, c'est qu'effectivement, on achète toujours un film de croissance. Donc, on essaye de rassembler un maximum d'informations pour voir si les forces de cette société sont toujours là et si elles permettent de croître et si la croissance est conforme à notre scénario de croissance. Donc ça, c'est un travail de fond de récupération d'informations, etc. Et il s'agit non seulement de trouver les valeurs, les franchises exceptionnelles, mais aussi de monitorer ça au fur et à mesure. Et là, je pense qu'avec l'arrivée de l'IA, on va pouvoir capter beaucoup plus de faisceaux d'indices pour savoir si ces sociétés sont effectivement sur une bonne trajectoire de croissance ou pas. Donc ça va pas être des fiches de calcul qu'on vérifie seulement, ça va être beaucoup plus que ça. Ça va être encore plus des interprétations de nouvelles informations et sur les concurrents, sur les clients, sur le contexte géopolitique et autres. Et donc Nicolas, toi qui es un des jeunes talents de cette nouvelle histoire, Quality Growth, donc finalement c'est pas old school? Non, le Quality Growth, ça peut être old school, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que
Ça a toujours été l'idée d'identifier les sociétés qui sont capables, comme le disait très bien Laurent, de faire croître leurs bénéfices par action sur très longue période, et ça à travers tous les cycles. Maintenant, ce qui n'est pas old school, c'est la manière de le faire, la manière de travailler. Et comme le disait aussi très bien Laurent, c'est l'ensemble des outils, l'abondance d'informations qu'on peut avoir, de données financières qu'on peut avoir, l'accès à l'IA, l'accès à des outils de screening, de monitoring, etc., qui est extrêmement importante aujourd'hui dans ce style Quality Growth. Maintenant, si on revient à la théorie, qu'est-ce qu'une société de Quality Growth ? Il y a 3 piliers. Le premier, c'est une croissance qui est durable. Donc, c'est une société qui, c'est pas du storytelling, c'est pas une tendance à la mode, etc. C'est une croissance qui est prouvée, du chiffre d'affaires, une expansion des marges, etc. Ensuite, ça va être des avantages compétitifs qui sont durables. Et ça, pareil, c'est des éléments qui vont permettre à la société d'être très forte sur une très longue période par rapport à la concurrence. Et deuxième chose, c'est une qualité économique, et ça c'est du bon sens, hein, mais une qualité économique qui est supérieure à la moyenne, donc avec des marges opérationnelles qui sont supérieures, une génération de cash flow qui est supérieure, et des retours sur investissement, sur capitaux investis qui sont également supérieurs à la moyenne. Maintenant, si je prends une analogie au plateau et à ce qu'on voit aujourd'hui, et qu'on compare le value investing avec le growth investing, le value, ça va être à peu près la même idée. Hein, c'est un gérant value ou growth va avoir la même mission, c'est-à-dire acheter un titre 50 centimes qui va valoir potentiellement 1 euro, 2 euros, 3 euros demain. Maintenant, la différence entre ces deux méthodes de gestion, c'est la création de valeur, d'où elle vient. Et donc là, si on prend cette analogie, la photographie, ça va être le value investing, c'est-à-dire à un instant T, le gérant estime que la valeur est sous-valorisée par rapport à sa valeur, sa vraie valeur. Ça peut être également un court-métrage, c'est-à-dire que dans un cycle qui est un peu déprimé, le gérant va estimer que la société peut faire mieux dans un meilleur cycle, et donc va acheter dans un bas de cycle pour espérer un meilleur cycle. Le Quality Growth Investing, comme l'a très bien expliqué Laurent, ça va être un long film, un long métrage, où là, on va aller sélectionner des valeurs qui sont capables, année après année, de manière récurrente, de faire croître leurs bénéfices par action et réinvestir leur capital de manière intéressante. Tu as un exemple de Quality Growth qui pourrait faire rêver un jeune investisseur aujourd'hui qui est assez tenté d'aller acheter un ETF Nasdaq ou du Bitcoin ? L'idée, c'est que un ETF, c'est une très bonne solution. Hein. C'est une très bonne solution pour s'exposer au marché. C'est une très bonne exposition, sauf que l'ETF ne fait pas du tout la différence entre une entreprise exceptionnelle et une entreprise moyenne qui est simplement présente dans l'indice et qui a eu, pour des raisons X ou Y, un momentum positif sur les dernières années. Donc le vrai exemple, c'est alors en termes de, on va peut-être pas parler de valeur, mais le vrai exemple, c'est une vraie franchise, une société qui prouve dans des bons cycles comme dans des mauvais cycles que le produit qu'elle vend ou la solution qu'elle vend est demandé par le marché. Et dans l'exécution de la stratégie, va permettre de toujours générer plus de profit par rapport à ce produit. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on recherche dans la gestion au jour le jour, enfin dans l'analyse et la recherche au jour le jour, et ce qui est extrêmement important pour nous. Maintenant, le Quality Growth ne peut pas être réduit à l'expansion de multiples, clairement. C'est, encore une fois, comme on le rappelle, la capacité de la société à générer une croissance de ses bénéfices par action à travers les cycles et à réinvestir justement son capital dans des investissements intéressants. Maintenant, ce qui change aujourd'hui, c'est la manière dont on gère cette Quality Growth. Alors, la valorisation a pris beaucoup plus d'importance qu'elle n'en avait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est au courant quand on suit un peu les marchés, une société qui est valorisée 30 ou 35 fois les bénéfices, le marché ne pardonne pas la moindre déception, le moindre news flow un petit peu négatif ou qui soulève une problématique intéressante.
Ça, c'est le premier point. Et donc, le gérant doit surveiller la valorisation, les multiples de valorisation des sociétés. La deuxième chose, c'est que, et donc ça, on l'évoquait aussi un petit peu en introduction, c'est que les avantages compétitifs doivent sans arrêt être réévalués. C'est-à-dire que des franchises très très solides dans le passé peuvent d'un seul coup, en une semaine, être fragilisées par un nouvel outil, par un news flow, par l'introduction d'une nouvelle société, d'une start-up disruptive, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut sans arrêt revoir en tant qu'analyste gérant, et c'est pour nous quelque chose du quotidien. Et troisième chose, c'est que, et donc ça je l'évoquais aussi avant, c'est que la croissance ne peut pas être uniquement narrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas uniquement se poser sur le discours d'un manager qui est déjà très bien entraîné à discuter et à parler en public et qui va nous dire, voilà, la croissance, ça va venir de ça, 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 ça. Il faut sans arrêt remettre en question le storytelling de la société. Et donc ça, faire le travail d'analyse et le travail de recherche, de vérifier que la croissance est bien durable, que les parts de marché sont bien en expansion, que la concurrence n'est pas en train de disrupter le business, etc. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la gestion buy and hold, c'est pas du buy and sleep. C'est-à-dire qu'on va sans arrêt remettre en question notre thèse d'investissement. Et évidemment, au fur et à mesure de la gestion, si l'un ou plusieurs de ces points que j'évoquais sont différents du moment où on a introduit le titre en portefeuille, c'est le moment où on peut alléger ou vendre. Laurent, Alors, c'est vrai que en buy and hold, vous me direz, si vous avez que des titres qui font 10% plus inflation, vous pouvez garder un portefeuille totalement statique, enfin, vous ne bougez pas le portefeuille, et tout va bien, et c'est juste une question de trouver les bons candidats et de les garder. Malheureusement, la vérité, c'est qu'en général, il y a quand même... C'est extrêmement difficile de commander à 2 chiffres sur longue période. Donc, il y a beaucoup de marathoniens qui s'y épuisent. Donc, il faut faire attention à la santé de l'équipe. Et puis, en plus, le terrain peut être un peu différent et le marché peut voir les choses différemment. Il faut quand même adapter non seulement la sélection des valeurs en fonction du contexte macroéconomique, géopolitique, etc., et aussi donc adapter le risotto de portefeuille pour justement permettre de réparer les erreurs de départ qu'on a sur nos titres et sans arrêt les monitorer. Donc en fait, il y a une partie de gérant qui est de challenger les hypothèses qu'on avait au départ et essayer de trouver une structure de portefeuille de sociétés qui sont toujours extrêmement de qualité et de croissance, mais où le marché aura tendance à croire à la pérennité. Parce qu'à ce moment-là, si le marché croit à la pérennité des bénéfices de croissance, le marché continuera à les faire surperformer les indices. Alors que s'il y a plus de doutes, etc., parce que vous avez typiquement dans ce qui arrive dans l'IA en ce moment, pour tout ce qui est software, il y a une tonne de doutes sur ces titres-là. Et effectivement, les garder contre vent et marée avec ce niveau d'incertitude, c'est pas forcément une très très bonne idée. Donc voilà, c'est le challenge du gérant, c'est de trouver ce que Mr. Market va accepter comme hypothèse de croissance longue et essayer de positionner le portefeuille pour que ça arrête. Parce qu'il y a toujours des périodes de surperformance et de sous-performance dans une gestion stylée, mais l'idée c'est quand même d'essayer d'en arrondir les aspérités pour essayer de faire en sorte de surperformer dans le style... toujours en gardant le même style sans jamais y renoncer, mais essayer d'accommoder ces périodes compliquées où parfois on a des monomarchés, parfois effectivement on a des reprises cycliques. Donc tout ça, il y a les comportements des titres de qualité de croissance sont assez différents en fonction de leur croissance, de leur maturité, etc. Donc ça, c'est le rôle du gérant qui est aussi très lié à l'analyse, mais qui est quand même une opération assez proche de la gestion. C'est du buy and hold actif. Voilà, si vous pouvez dire ça. On a un univers très stable, mais au sein de cet univers-là, ces sociétés de qualité et de croissance, on va changer en fonction des circonstances. Si les taux baissent, on n'aura pas peur des hauts multiples. Si les taux montent, on préférera des multiples plus bas. Voilà, il y a une tonne de
de modification de portefeuille en fonction de ce qu'on voit arriver. Et même chose, voilà, géopolitique, je pense que le grand de-rating qu'on a connu là depuis que je suis parti fin 2024, le grand de-rating, c'est parce que ces sociétés bénéficiaient d'un contexte géopolitique où elles pouvaient croître sur toute la planète avec un très très joli degré de sécurité. Il n'y avait pas de sujet géopolitique. Là aujourd'hui, avec les tarifs du golfeur de Marengo, avec toute cette nouvelle géopolitique qui est arrivée, la certitude de croissance était beaucoup, beaucoup moindre, plus l'IA, plus le fait que, effectivement, toute croissance, c'est quand même un impact climatique. Donc il faut bien choisir l'utilité de la future croissance. Donc tout ça va se mettre en place pour compliquer le jeu. Mais le jeu est de toute façon toujours compliqué. C'est ça qui est passionnant chez nous. Et c'est l'un des challenges qu'on veut relever dans ce partenariat. C'est le challenge de la gestion active qui est en train de se battre contre l'ogre ETF. Et je pense qu'il y a aujourd'hui toujours un chemin positif de continuer à aller vers la gestion active. Je me rappelle, moi, l'une des incubations que j'avais fait dans les années 2000, j'avais fait du quality value avec Mandarin. Là, maintenant, je fais du quality growth. On fait du quality growth avec Alzea Partners. Et moi, je suis persuadé que l'importance de la gestion active va continuer à prendre le pas sur la gestion passive dès lors que l'équipe de gestion a compris tout le changement qui a inclus dans le nouvel essor de l'IA, dans les interdépendances qui existent entre la géopolitique et la finance, ce qui n'était pas évident il y a encore une vingtaine d'années, et ce qu'il devient de plus en plus sur le marché aujourd'hui. européen, mais plus sur les émergents, mais pas sur le marché européen. Alors, croissance, on pense quand même souvent aux États-Unis. L'Europe, ça peut être un bon terrain aussi pour la croissance ? Oui, bizarrement. C'est une croissance probablement plus diversifiée. Donc ça, c'est parce qu'on est quand même un petit peu dans des monomarchés de croissance avec les techs aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'en Europe, on a notre portefeuille, on a une croissance des ventes en ce moment de 8%. C'est pas les PIB européens qui sont en dessous de 2, quoi. Donc on est vraiment sur... si on agrège nos ventes, c'est notre PNB à nous. Donc là, 8% de croissance interne, ça permet de faire ces deux chiffres plus d'inflation qu'on espère. Et l'Europe a des fleurons de medtech, a des fleurons aussi de machines qui, pour l'IA, pour faire ces fameux puces semi-conducteurs, on a des fleurons comme ASML qui est plus connu, mais il y en a plein d'autres. On a des sociétés pharmaceutiques qui ont des portefeuilles uniques. Faut encore qu'elles les gèrent bien, comme ça a été le cas de Novo Nordisk, où là, il y a eu peut-être un peu plus de déception, mais malgré tout, des sociétés comme AstraZeneca restent totalement excellentes dans la pharmacie. Et on a, pour les biens de consommation, on a évidemment tout le luxe, qui est un peu plus cyclique, mais justement, peut-être c'est une période intéressante pour le regarder, ou des sociétés comme L'Oréal, qui sont vraiment très, 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 très régulières. Donc on a un environnement totalement complémentaire, en réalité, de l'environnement américain. En plus, ces sociétés sont globales, donc elles ne dépendent pas que l'Europe. L'Europe, à la limite, c'est la partie la plus mature de leur chiffre d'affaires. Là où elles gagnent des parts de marché, c'est sur les États-Unis et sur les émergents. Donc je pense que c'est pour un portefeuille européen en plus, parce que nos futurs clients sont probablement européens, c'est une façon très importante de diversifier son patrimoine en achetant les meilleures sociétés d'Europe, qui vraiment ont des sociétés, des compounders très 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 longs, et des sociétés comme L'Oréal, Inditex, EssilorLuxottica. Enfin voilà, on a énormément de sociétés de qualité et de croissance, forte longévité et forte visibilité. Et il y a des compounders qui ont disparu ? Oui, toujours. Il y en a toujours qui disparaissent. Il y a des sociétés qui maturent, il y a des sociétés où la franchise est attaquée. Et voilà. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si SAP va être ou non décimé par l'intelligence artificielle à terme, mais il y a un niveau de risque qui nous paraît
suffisant pour ne pas en avoir en ce moment. Peut-être qu'un jour on reviendra, mais Wolters Kluwer est très attaqué aussi. Donc, évidemment, les sociétés 2 chiffres plus l'inflation, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut vraiment des sociétés extrêmement solides. Et je pense qu'il y a rien ne va de soi dans cette croissance. Il faut être extrêmement vigilant. En plus, maintenant, avec les LLM, vous pouvez glaner des informations à la vitesse de la lumière. Donc tout ça rend le terrain parfois très glissant, et donc il faut faire attention parce que les maturités de société peuvent être détectées en plus beaucoup plus vite que précédemment. Écoutez, merci pour cette présentation, elle est très claire. Nous venons de lancer un fonds avec Alsea au sein de la SICAV luxembourgeoise Quaero Capital. Cette SICAV est ouverte à tout le monde, et on va être très heureux de vous la présenter sur les prochains mois et vous montrer le pouvoir du compounding sur la gestion active et le quality growth. Merci beaucoup à vous, parce que nous, on veut vraiment se focaliser sur la gestion et l'analyse, et cette collaboration nous réjouit complètement.